Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition du Jamf Breakfast Club en français. Je suis Guillaume Pereira, responsable de l'éducation chez Jamf. Notre mission chez Jamf est d'accompagner les projets de déploiement Apple dans l'éducation et je serai accompagné ce matin pour notre première invitée de Noé, Keren de Learn Enjoy. Bonjour Noé. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Alors, le Jamf Breakfast Club, en quelques mots, est un événement qui vise à présenter des acteurs du monde de l'éducation, des retours d'expérience, mais également des témoignages sur la mise en place de projets innovants où la technologie est utilisée pour être au service de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous lançons donc cette série par une thématique qui est importante, j'imagine, pour tous les enseignants, les chefs d'établissement et bien évidemment les élèves, à savoir comment rendre l'apprentissage accessible à toutes et à tous. Noé, merci beaucoup pour ta présence ce matin. Est-ce que tu pourrais donc te présenter, présenter ton parcours et ton rôle chez Learn Enjoy? Merci à vous de m'inviter. C'est vraiment chouette de pouvoir participer à une table ronde avec vous et c'est flatteur d'être le premier invité. Donc, je m'appelle Noé Keren, je suis ingénieur issu de l'École centrale de Lyon et je me suis spécialisé en partant au Danemark puis aux États-Unis en intelligence artificielle. Et suite à mes études, donc, j'ai très vite compris que j'avais envie de travailler dans l'éducation parce que, j'ai souvent eu l'occasion de travailler avec des enfants et je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de sens pour moi. Et donc j'ai souhaité utiliser mes compétences, en intelligence artificielle pour, aider, dans le domaine de l'éducation vers une transition numérique, qui soit utile à la réussite scolaire, des enfants, notamment les enfants qui ont des besoins particuliers. Et donc c'est assez naturellement que, je me suis dirigé vers Learn Enjoy en cherchant des initiatives qui travaillent dans ce sens-là. Je ne m'attendais pas forcément à en trouver une et il se trouvait que Learn Enjoy existait déjà depuis, quelques années, et se plaçait exactement sur ce créneau, à cette époque en tout cas, c'est-à-dire, l'utilisation du numérique pour favoriser la réussite scolaire de tous les élèves sans exception, en partant notamment des élèves qui en ont le plus besoin, donc les élèves qui sont porteurs de handicap, en notamment. Donc, j'ai commencé en tant que développeur pendant plusieurs années, à Learn Enjoy, qui est une petite structure, hein. Quand je suis arrivé, on était 6-7. Aujourd'hui, on est plutôt 16. Donc je suis arrivé en 2018 et donc j'ai commencé en tant que développeur dans l'équipe technique et j'ai participé notamment, au développement de toute la partie, intelligence artificielle et données, et la gestion des données, dans nos produits. Donc nos produits qui sont des applications éducatives et maintenant j'ai quitté la partie technique pour me focaliser sur la partie déploiement, donc plutôt sur les projets qui vont, accompagner le déploiement de nos produits, de nos applications, numériques dans les territoires, pour l'école, pour l'éducation nationale. Quand est-ce qu'a été fondé Learn Enjoy, si Donc tu peux Learn me dire? Enjoy, a été fondé par, Gaël Regnault en 2013 et la première application est sortie quelques années plus tard, heu et donc Gaël Regnault a décidé de fonder cette initiative, heu, car, elle est mère d'un enfant qui est sévèrement autiste et elle s'est très vite, trouvée confrontée à un gros manque, d'outils, heu, pour, réussir sa scolarisation, un gros manque de personnel aussi et une situation en fait qui est, assez désastreuse pour, les enfants porteurs de handicap, même si c'est en s'améliorant. En 2013, il y avait encore peu de choses, mises en place, heu, donc Donc dès le départ, Learn Enjoy finalement a été créé
pour répondre à un besoin autour de la question de l'accessibilité. C'est ça, c'est la genèse. Et donc, le premier produit a été donc vraiment, conçu pour répondre à un besoin éduquer à son rythme, les élèves qui sont, à leur rythme, les élèves qui sont porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Et en fait, aujourd'hui, heu, donc on a plusieurs produits qui visent les enfants qui ont des besoins particuliers, pas uniquement les élèves, autistes, mais les élèves qui ont aussi des troubles de l'attention, heu, des troubles de 10 aussi. Et aujourd'hui, on conçoit des applications éducatives, qui sont pour tous les élèves ordinaires, mais qui sont basées sur les mêmes principes, parce qu'on se rend compte que les principes éducatifs qui favorisent la réussite scolaire des enfants qui en ont le plus besoin s'appliquent aussi, pour les élèves ordinaires, dans d'une d'une différente manière, mais sont un bon socle, heu, pour, heu, l'ensemble des élèves. Donc aujourd'hui, on se dirige vers proposer des outils pour tous, pour tous les élèves, tout en gardant évidemment dans notre ADN, dans notre cœur, les élèves qui en ont le plus besoin. Et donc on ne fait pas que des logiciels éducatifs à Learn Enjoy. On a aussi un gros organisme de formation, qui forme, plus de 5 000 professionnels, chaque année, de l'éducation ou du médico-social, à prendre en charge les élèves qui ont des besoins particuliers et à utiliser des ressources numériques. Donc il y a 2 c'est 2 secteurs différents, 2 branches différentes dans notre organisme de formation. Mais donc ça, c'est une autre activité qu'on développe en parallèle, et il se trouve que notre troisième activité qui vise à déployer et à accompagner l'éducation nationale dans des projets, d'écoles inclusives, comme celui dont on va sûrement parler, avec lequel on travaille, avec Jamf. On va lier les 2. On va lier l'utilisation des ressources numériques et la formation, des enseignants au moment de déployer nos ressources, dans les territoires. Alors merci, c'est une super transition. Merci pour la présentation donc de ton parcours, de qui est Learn Enjoy et de ce que vous faites. Donc en effet, parlons maintenant du projet que vous menez, dans l'académie de Nancy-Metz, qui a pour but, je crois, de favoriser donc l'accès aux apprentissages premiers, et aux apprentissages fondamentaux, donc en tenant compte des besoins particuliers des élèves. Donc voilà. Quel est ce projet? Quand a-t-il démarré et quel était le cahier des charges? D'accord, donc Rêve ta Scole, c'est effectivement, un projet mené avec, l'académie de Nancy-Metz en partenariat avec, l'ARS Grand Est. Et donc il a démarré en 2021, au début de 2021, janvier, donc en pleine, crise, sanitaire, pour, répondre à un besoin de continuité pédagogique et pour, permettre d'outiller, heu, les élèves qui présentent des troubles du spectre de l'autisme dans l'académie, donc d'aider avec un outil supplémentaire les enseignants à leur inclusion scolaire, en milieu ordinaire notamment. Donc c'est un projet qui est vraiment sous le label de l'école inclusive. Donc le but, c'est de, faciliter l'intégration des élèves dans les classes, ordinaires ou dans les classes spécialisées. Donc ça concerne 150 enfants, dans l'académie, qui sont entre 3 et 9 ans, donc plutôt, d'un niveau cognitif autour, de niveau maternel ou CP. Donc voilà, c'est pour ça que les élèves ont en général entre 3 et 9 ans. Et ce projet dure 3 ans. Pendant 3 ans, les élèves vont être équipés d'une tablette iPad, avec les applications Learn Enjoy qui s'appelle Preschool, qui reprend tout le programme de maternelle, et School qui reprend tout le programme de CP, et on va étudier leur progression au fil du temps. Donc on va évaluer leur niveau chaque année, leur niveau développemental, et on va essayer de comprendre l'impact du numérique sur leur progression. Donc le but premier, c'est leur intégration et leur réussite scolaire, et on va utiliser pour ça un moyen qui est le numérique, un moyen complémentaire, avec complémentaire de toute une approche, mais c'est celui-là sur lequel, c'est celui-là qui va être, majeur pour nous permettre de suivre les acquisitions progressives des élèves et pouvoir aussi faire de la recherche, alimenter la recherche scientifique,
avec notamment l'Université de Lorraine qui nous accompagne sur le projet. Que signifie, REFTASCOL? Ah oui, pardon. Effectivement, j'omets souvent de le dire. Donc REFTASCOL, ça signifie, ressources pour élèves, troubles de l'autisme et scolarité. C'est parfait, c'est très clair. J'ai lu en préparant donc, cet entretien que vous aviez donc, déjà eu des retours d'enseignants, des pourcentages. J'ai lu que 98 des enseignants se disaient satisfaits, de la partie formation. Donc j'imagine que c'est aussi l'accompagnement qu'il y a eu autour du projet au démarrage. Heu, Parce que voilà, mettre entre les mains, des enseignants et des élèves, du coup, un nouvel outil numérique, donc ça nécessite, j'imagine, voilà, un petit peu d'accompagnement. Comment s'est déroulée cette mise en place? Merci pour la question. Donc effectivement, on a un rôle, particulier puisqu'on n'est pas simplement, distributeur de ressources numériques. On participe, réellement au pilotage du projet pendant 3 ans. On coordonne, la recherche scientifique, on travaille avec l'éducation nationale pour, diffuser les ressources, et on est, vraiment présent dans le support auprès des utilisateurs et des enseignants et on est intervenu sur toute la partie formation. On a quand même, donné 12 heures de formation pour, chaque utilisateur, enseignant, notamment tous les enseignants qui utilisent nos applications ont reçu 12 heures de formation et les AESH en ont reçu 6. Donc les AESH, c'est les accompagnants des élèves en situation de handicap qui sont au quotidien, auprès de l'élève autiste et donc le couple enseignant-AESH vont être, en fait, les utilisateurs principaux des outils numériques, de cet outil en tout cas. Et les Donc élèves? Est-ce qu'il y a eu besoin et de les former? non, les élèves donc qui sont receveurs, en fait, on forme les accompagnants et nos applications sont conçues pour que l'accompagnant guide l'élève dans les apprentissages, pour qu'il puisse avoir un apprentissage sans erreur. Donc ça, on va peut-être, y revenir, mais d'abord pour parler donc de l'accompagnement dans le projet. Effectivement, donc il y a toute la partie formation, il y a, toute la partie support ensuite des utilisateurs. Donc là maintenant, toutes les 2 semaines, on a des rendez-vous, réguliers avec les utilisateurs pour répondre à leurs, questions, à leurs besoins. On cherche à faciliter la transmission de l'outil vers les parents. Donc ça, c'est aussi un fort engagement qu'on a, c'est de ne pas seulement, laisser, l'outil dans la classe, mais, encourager à ce qu'il soit transmis dans le domicile pour impliquer l'ensemble de, l'équipe pédagogique, des adultes autour de l'enfant dans son apprentissage. Et c'est pas simple pour des parents d'intervenir dans la scolarisation, dans les apprentissages de leur enfant, surtout quand il est, en situation de handicap et notre outil, par son intuitivité, le permet. Donc c'est quelque chose auquel on s'attache et enfin, ensuite, à la revue des données, donc des données d'utilisation, des élèves sur nos outils numériques. Donc on voit en fait, les résultats des élèves dans chacune des activités, qu'ils vont travailler. On peut faire des rapports, des livrets scolaires qu'on va transmettre à, l'ensemble des accompagnants et avec les professeurs, ressources autisme qui sont, des personnes dans chaque département qui sont mandatées pour suivre les élèves, qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Dans ce projet, c'est les élèves cibles. Donc avec les professeurs qui sont, des ressources pour ces élèves-là, on va passer en revue chaque élève et si on se rend compte que, dans l'utilisation au sein du projet, les statistiques d'utilisation ne correspondent pas à une utilisation normale, c'est pas grave, c'est pas mauvais, mais au moins ça va pouvoir, lever une alerte pour essayer de comprendre pourquoi et ça va leur permettre, surtout à ces gens-là pour qui c'est le travail, de permettre, d'outiller les enseignants pour la réussite des élèves. Ça va leur permettre d'intervenir sur le terrain et de prendre rendez-vous avec les enseignants pour, discuter et comprendre, qu'est-ce qui fait que, l'outil numérique est peu utilisé et ça peut ne pas du tout être, alarmant, mais ça peut aussi, traduire, des difficultés, de scolarisation qu'on peut lever par d'autres moyens. Donc il y a ça, c'est un levier majeur
de réussite du projet, qui est de pouvoir avoir une trace de ce qui se passe dans les écoles. Quand on est à l'échelle départementale ou régionale, c'est souvent difficile. Et pourtant, c'est essentiel de venir aider les enseignants qui n'ont pas toujours le réflexe de se rendre compte qu'il y a des situations difficiles et qui n'ont pas toujours le temps de demander de l'aide. Quels sont les outils d'accessibilité qui sont intégrés dans les applications que vous développez aujourd'hui? Si tu as des Donc, exemples concrets qui peuvent du coup... ouais. Alors du coup, ça c'est dans les applications. Donc nos applications, elles sont basées sur des méthodes développementales, donc d'apprentissage du global de l'élève. Ces méthodes, elles s'appellent l'ABA et le Teach. C'est des méthodes psychologiques, de psychologie développementale. Et donc, je vais essayer de faire court, mais c'est des notions qui sont assez poussées. Donc, il y a ce qu'on fait basiquement, c'est qu'on prend tout l'ensemble du programme scolaire d'une année et on va venir le découper en micro-marches. Donc, chaque compétence qui doit être acquise à la fin de l'année pour un élève, on va proposer des activités qui vont se concentrer sur une acquisition tâche par tâche pour arriver à la fin à une acquisition de la compétence. Donc, chaque compétence est découpée pour que l'élève puisse apprendre à son rythme et progresser à son rythme. Ce qui fait au total, par application, environ 20 000 fiches d'activité pour un chaque programme année. scolaire, pour un programme d'une année. Ce qui fait beaucoup de contenu. Et donc du coup, l'intelligence artificielle va être cruciale pour aider l'enseignant à trier parmi tout ce contenu-là. En analysant le niveau de l'élève, on va proposer des activités qui correspondent au niveau de l'élève selon nous. Et ensuite, l'enseignant pourra adapter selon lui. Donc ça, c'est un principe. Ensuite, un autre gros principe de nos applications, c'est l'apprentissage sans erreur. Les enfants qui ont des besoins particuliers, et les élèves ordinaires aussi, ont beaucoup de frustration au cours de leur vie. On a remarqué que c'était un levier de réussite que au sein de l'outil numérique, de renforcer leur comportement positif, sans que ça soit donc leur implication dans le travail, donc c'est-à-dire les encourager à continuer d'être impliqués dans le travail, sans forcément que ça soit lié à un résultat bon ou mauvais. Dans tous les cas, on va les récompenser, les renforcer de leur implication. Et le fait que le résultat soit bon ou mauvais, l'élève ne va pas le percevoir, en tout cas pas dans l'immédiat. Il va peut-être le voir à la fin, parce qu'il y aura à la fin de sa séance un petit récapitulatif qu'il pourra regarder ou non. Mais c'est surtout une information qui sera destinée à l'enseignant, de savoir si l'élève a réussi ou non les activités, pour que lui sache où en est l'élève. Donc on appelle ça l'apprentissage sans erreur. L'accompagnant guide l'élève vers la réussite sur chaque activité en lui montrant la bonne réponse, même si il n'y arrive pas. Comme ça, l'élève ne reste pas sur une mauvaise réponse. Donc ça, c'est les principes les plus forts. Après, on a aussi, dans notre design, fait une accessibilité donc sur beaucoup de sujets, sur la clarté visuelle des applications. Donc c'est un design épuré dans lequel on ne met pas trop d'animation. On montre uniquement les informations pertinentes pour la compréhension de l'activité pour l'élève. La clarté des consignes est très importante. Il faut une consigne claire et succincte. Et puis, sûrement d'autres éléments. Ah oui, voilà, donc on va favoriser le mode accompagné. C'est-à-dire, il y a 2 modes dans nos applications. Il y a un mode accompagné où l'élève est assis à côté de l'enseignant ou d'un autre adulte qui va le guider vers la réussite par des gestes, donc en prenant son doigt pour lui montrer les bonnes réponses si jamais l'élève ne les trouve pas, et qui va renseigner si l'élève a réussi du premier coup ou si l'élève a dû être guidé. On appelle ça une cotation. Mais il y a aussi un autre mode où l'élève peut être autonome, et dans ce cas-là, ça va être automatique, les guidances. Donc, c'est les principales réponses à l'accessibilité. Non, c'est un point important, parce que d'un point de vue matériel, on en parlait aussi, bien évidemment, il faut bien évidemment que le matériel soit accessible, avec peut-être des interfaces qui du coup vont être adaptées. Je sais que par exemple sur un iPad, on peut avoir des fonctionnalités d'accessibilité qui sont incluses de base.
Je crois que, par exemple, on peut survoler un texte et zoomer. On peut bien évidemment mettre un mode sombre aussi sur l'interface. Il y a des raccourcis d'accessibilité qui sont également disponibles. Je crois que d'ailleurs, dans certains cas, vous utilisez donc l'accès guidé, c'est ça, d'Apple, enfin, ou l'accès guidé d'une manière générale? Ouais, tout à fait. Donc, on utilise, donc nos applications sont cross-platform. Elles sont pas, uniquement sur iPad, mais on aime bien utiliser, les iPads parce qu'ils ont effectivement des fonctionnalités, d'accessibilité qui sont poussées et celle-là, l'accès guidé, c'est le meilleur exemple. C'est, une fonctionnalité qui permet de bloquer l'élève dans une application. Donc quand il va tenter d'appuyer sur le rond central pour en sortir, ce qui arrive souvent avec les élèves qui ont des besoins particuliers, donc qui ont des handicaps et qui ont envie de faire autre chose, qui ont du mal à se concentrer, à focaliser leur attention sur un outil, ils vont souvent chercher à cliquer sur le bouton central pour passer au jeu ou à YouTube. Heu et en fait, l'accès guidé permet de, ne pas, pour les élèves qui sont dans cette situation, de leur empêcher, de cliquer sur ce bouton. Ça permet aussi de, hem, heu, bloquer d'autres zones. Si jamais il y a d'autres boutons que l'élève cherche à cliquer avec l'accès guidé, on peut, éliminer ces zones de l'écran pour cet élève. Hem, donc ça permet de faire ce qu'on appelle ça nous permet de garder le contrôle. Ça permet à l'accompagnant de garder le contrôle sur la tablette de manière efficiente et de le mettre en place, simplement. Et on aime bien aussi utiliser les iPads, parce que la gestion avec Jamf est très utile. Quand on pilote un projet à échelle, académique, donc ce projet qui regroupe 150 élèves, ça veut dire 150 iPads. 4 C'est départements, hein, c'est ça, donc territoire au ça, niveau 4 territoire, départements. C'est très important d'avoir une gestion centralisée, des outils des tablettes via Jamf. Donc ne serait-ce que dans un premier temps, déjà pour paramétrer les tablettes, pour, la configuration. Donc ça nous évite de, à chaque fois avoir à installer au moment de donc on peut, créer un profil qui soit déjà, qui soit une image de ce qu'on veut, dans la tablette et quand l'utilisateur va allumer la tablette, ça va déjà être présent. Il y aura pas besoin, qu'on intervienne, tablette par tablette pour, configurer. Donc ça, c'est déjà un gros point et puis ensuite pour mener le projet tout au long du projet, Heu, les mises à jour, bien sûr, c'est hyper important de pouvoir les faire à distance, mais aussi, pour partager des informations avec les utilisateurs. Donc par exemple, pour leur donner rendez-vous sur des créneaux en visio, on va utiliser la tablette pour, dans le calendrier, qu'ils aient une notification qui les ramène sur un lien, pour qu'ils puissent être en visio avec nous et nous poser des questions et réponses quand ils en ont besoin, sur des créneaux qui sont définis dans leur calendrier. Par exemple, ça nous permet aussi de mettre les ressources qu'on souhaite, les ressources complémentaires. Donc, chacun de nos produits, Preschool, School, mais aussi Math Power et Appli-nous, on pourra en parler si on a le temps. Ils ont chacun un manuel d'utilisation très détaillé, qui permet de revoir toutes les ressources pédagogiques qui sont mis dans ces applications, qui sont nombreuses. Donc c'est important pour un enseignant de pouvoir creuser et savoir exactement ce que les activités vont aborder comme point, pour, qu'il puisse, préparer les séances. Et ces manuels-là, on peut les placer dans l'application livre. Donc en fait, in fine, Jamf nous permet de passer simplement d'application numérique dans une tablette à un outil de projet. La tablette devient un outil de projet qui accompagne l'élève pendant 3 ans, heu, comme l'ensemble de ses cahiers et qui est piloté par, qui pourrait être piloté par l'enseignant, mais qui est piloté, là, pour l'instant, par, un organisme qui gère le projet. C'est, l'équipe, académique et nous. On aura hâte en tout cas de voir du coup l'évolution de ce projet sur les 2 années, donc qui arrivent. Je crois que vous travaillez d'une manière générale, de toute façon, donc sur la notion d'accessibilité aussi pour d'autres projets. Tu as évoqué Math Power, donc on en avait parlé un petit peu aussi ensemble. Si, tu as, voilà, quelques éléments à nous donner par rapport à cette application-là, qui est plus, je crois, tournée sur la notion de gamification, mais, peut-être que je me trompe? Ouais, donc Math Power, c'est, une suite d'applications, d'évaluation du niveau en mathématiques, des élèves. Donc elle permet de,
à un enseignant très rapidement de évaluer le niveau en maths de ses élèves dans sa classe et d'avoir une vue très précise dans chaque compétence du programme de s'ils ont atteint ou non le niveau escompté et de pouvoir faire des groupes de niveaux dans sa classe et donc de favoriser la différenciation pédagogique. C'est aussi une application qui est basée sur l'apprentissage sans erreur et donc l'évaluation est bienveillante. Le le L'élève est renforcé pour son implication, on appelle ça. Il est récompensé pour son implication dans son travail et c'est l'enseignant qui a les informations sur, ce qu'il a su faire ou pas et c'est à lui de voir comment est-ce qu'il les retransmet. Donc heu, pour MathPower, l'application s'adresse aux élèves ordinaires, donc entre, le CP et la troisième. Donc on n'est plus uniquement sur la maternelle et le primaire comme, ce qu'on a pour l'instant réalisé pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Et on a un autre, produit qui s'appelle Appli-nous qui, vise à stimuler, l'apprentissage de maternelle aussi donc là pour les élèves ordinaires et c'est pas contrairement à Preschool qui est un programme, d'apprentissage, marche par marche, Appli-nous ça va être de la stimulation, plutôt pour, aller plus loin, sur, la numératie et la littératie, c'est-à-dire l'apprentissage des mathématiques et du français, en maternelle. Et ces applications qui s'adressent, aux élèves ordinaires sont basées sur les mêmes principes, donc apprentissage sans erreur, guidance vers la bonne réponse, renforcement quand l'élève, s'implique, et puis, variation entre l'accompagnement de l'enseignant et l'autonomie de l'élève et enfin, des rapports détaillés sur, les progressions avec des graphiques sur notre site internet qui sont, très précis, et qui rapportent du niveau de l'élève, et de ses acquisitions au fur et à mesure du temps. Toutes ces applications-là qu'on a vues, ce matin, donc ont été notamment, je crois, développées aussi avec des enseignants spécialisés? Oui, mais merci de le rappeler. Oui, oui, on a donc, Preschool et School, nos applications pour les élèves qui ont des besoins particuliers ont été développées avec une équipe pluridisciplinaire. Donc il y avait des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes et MathPower, et Appli-nous. Donc MathPower a été développé avec des enseignants en mathématiques, en co-conception et Appli-nous, qui est une application, qui vise à stimuler donc l'apprentissage en maternelle, a été développée par, une équipe de chercheurs en pédagogie et donc des enseignants de maternelle. Donc nous, à chaque fois, on est, en gestion du projet et dans la mise en place technique, mais en fait, on s'appuie, sur, les retours et surtout les besoins, des professionnels qui sont sur le terrain et c'est eux qui vont, piloter l'ergonomie, l'agencement, voilà, ce qu'on appelle, l'UX donc l'expérience utilisateur de nos applications. Qui est, très, très importante en effet, pour qu'une application soit accessible, même d'une manière générale, hein, pour nous au quotidien. Quels sont les autres projets à venir, du côté de Learn Enjoy? Donc, au-delà du projet bien sûr Raftascol qui continue, et peut-être d'autres projets qui vont arriver également? Ouais, donc Reftascol, c'est un projet qui, est très porteur parce qu'il montre que pour un investissement qui est, raisonnable, on est bien parti en tout cas. Bon, c'est encore à montrer, mais en Île-de-France, il y a eu un projet similaire qui a été fait, par nous, et qui a montré que 40 des élèves, qui, ont des, troubles du spectre de l'autisme ont rattrapé un palier de retard développemental. Donc ça veut dire que s'ils étaient sévèrement autistes, ils sont passés modérément, sur, la plupart des domaines pédagogiques. S'ils étaient modérément, ils sont passés à un niveau, ce qu'on appelle léger, et ce pour 40 de la cohorte. Donc c'est pas uniquement grâce à l'outil numérique, c'est grâce à la prise en charge globale, mais sur une cohorte, c'est significatif. Sur Eftascol, pour l'instant, c'est que ça fait, à peine 1 an de de projet. C'est encore, trop tôt pour donner ce genre de conclusion, mais on part sur enfin, on est, confiant sur le fait que ça a bien fonctionné. Donc, notre objectif maintenant, c'est d'essayer de multiplier les académies, qui participeront à cette démarche d'utiliser nos outils numériques pour, la réussite scolaire des enfants qui ont
des besoins particuliers, notamment des enfants autistes. Je rappelle qu'il y a 1% des enfants qui sont autistes aujourd'hui en France et que la moitié des enfants autistes sont scolarisés moins de 2 jours par semaine, par manque d'outils, par manque de personnel, par manque de moyens. C'est Le c'est numérique un n'est pas point très le nu important à relever. ouais. Le numérique n'est pas une réponse absolue, mais c'est un outil qui permet complémentaire, qui permet d'aider quand même, à répondre à ce gros problème. Donc, notre projet pour cette année, c'est de multiplier Rêve ta Scole, des projets identiques dans d'autres académies. Et donc, on est en train de le faire dans le centre Val-de-Loire, sur l'académie d'Orléans-Tours. Le projet va démarrer au retour des vacances de février. Et puis, on aimerait le faire aussi dans d'autres académies. On est encore en discussion, mais pour l'instant, ce n'est pas contractualisé. Et on a aussi en ligne de mire le déploiement d'Appli-nous à grande échelle. Appli-nous, donc cette application de stimulation des élèves en maternelle qui a fait ses preuves sur l'académie, dans la région Grand Est aussi également, l'académie de Nancy également. Les élèves qui ont utilisé Appli-nous ont eu de meilleurs résultats à leur évaluation nationale de CP que les élèves qui ne l'ont pas utilisé. Donc, c'est le résultat d'une thèse qui le montre. Il y avait une cohorte témoin, une cohorte utilisatrice. Donc, la stimulation a été prouvée comme positive pour la réussite scolaire des élèves. Et maintenant, on souhaite passer d'un projet expérimental, où il a fallu prouver qu'effectivement c'était une bonne idée d'agir comme ça, à le diffuser de manière nationale, à plus grande échelle. Donc, c'est les deux gros projets qu'on a en ligne de mire. Après, évidemment, il y a diffuser Math Power dans les académies. Donc, il y a le projet des territoires numériques éducatifs qui est un gros challenge pour toutes les EdTech cette année. Donc l'État a investi dans 2 départements, puis 12. Donc il y en a 2 qui sont pilotes et bientôt il y en aura 12, mais ce n'est pas encore le cas, pour que ces élèves ces départements soient des Les départements vitrines tests, un peu, des ouais, vitrines, de c'est ça, test, ouais. de l'utilisation des ressources numériques pour que on puisse comprendre quels sont les bons usages pour après les déployer de manière nationale. Et donc nous, en tant qu'EdTech, on se positionne très fort évidemment sur ces appels d'offres, sur ce projet. Pour l'instant, c'est pas concret puisque aucun résultat d'appel d'offres n'a été finalisé, mais on espère bien s'appuyer évidemment sur ces investissements, sur ces déploiements pour que notre travail serve au plus grand nombre. Non, on espère en tout cas vous retrouver sur de nombreux territoires. En guise de conclusion, puisque finalement, voilà, je vois qu'on arrive presque à la fin et on va pouvoir répondre à quelques questions qui sont dans le chat. Peut-être, voilà, en guise de conclusion, ce que tu disais juste avant par rapport au numérique. En effet, le numérique ne doit rester qu'un outil accessible, bien évidemment, et adapté aux besoins. On n'aura peut-être pas en effet les mêmes besoins quand on est un élève justement donc avec des besoins très particuliers versus un élève ordinaire comme tu as cité. Tous les élèves du coup doivent pouvoir travailler peut-être avec des outils différents ou en tout cas des outils qui peuvent être conçus de la même façon mais avec dedans des applications, des contenus, une accessibilité qui va être différente. Donc pour nous c'est très important et je te remercie vraiment beaucoup pour ce retour d'expérience ce matin. Nous allons donc pouvoir maintenant passer aux questions et il y a une première question donc qui correspond finalement assez bien à ce que tu disais à la fin par rapport à Math Power, qui est bonjour, donc en quoi les applications développées pour des élèves à des besoins très particuliers peuvent être utiles à tous les élèves. Donc finalement c'est un peu l'ADN de Learn Enjoy d'avoir commencé sur plutôt sur des élèves à besoins très particuliers avec des applications dédiées, mais finalement aujourd'hui des applications qui s'adressent à tous. Donc, c'est une question effectivement qui est très bonne puisque, avant de réaliser ce produit, nous-mêmes, on s'y attendait pas forcément. Mais en fait, les approches de psychologie développementale, qui visent donc, comme j'ai cité, à favoriser l'apprentissage sans erreur, sont vertueuses pour l'ensemble des élèves.
Et donc ça, c'est un premier exemple. Le fait que ça a été prouvé, donc permettre de, il faut donner ce qu'on appelle un feedback, donc un retour sur la performance de l'élève, mais il faut le faire, de manière bienveillante et graduelle. Donc ça casse déjà avec, l'enseignement qu'on apporte, usuellement en France, où en général quand l'élève a faux, ben, on lui dit. Donc ça, c'est le premier constat. Ensuite, dans la pédagogie adaptée, on va faire on est obligé de, très bien segmenter ce qu'on propose à l'élève. On est obligé de lui proposer des activités qui correspondent à ses besoins, si on ne veut pas qu'il soit dans l'échec. Il faut que tout ce qu'on lui propose soit dans ce qu'on appelle dans sa zone proximale d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il soit apte à, soit qu'il y arrive, que ce soit suffisamment simple pour lui, soit qu'il y arrive presque. Et pour ça suppose de mettre les moyens pour analyser son profil, de développemental. Donc ça suppose qu'il faut connaître son niveau. Et toute cette démarche-là, qui est rendue possible par l'analyse de données, par l'intelligence artificielle, est bénéfique à tous les élèves. Et dans nos outils, elle est intégrée. Donc on sait de manière fine où en est l'élève dans ses apprentissages. Et donc on connaît sa zone proximale d'apprentissage et on peut chaque semaine proposer une liste d'activités qui va s'adapter aux besoins de l'élève. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des élèves. La différence étant que pour les élèves ordinaires, on va moins, donc pour les élèves qui ont des besoins particuliers, on va rester sur un ratio de 80% d'activités faciles pour 20% d'activités qu'il n'a pas encore réussi. Alors que pour un élève ordinaire, on va inverser le ratio. On va plutôt rester sur 20% d'activités très faciles pour l'élève et 80% d'activités qui vont être un peu plus difficiles, tout en restant dans sa zone proximale d'apprentissage, évidemment. C'est juste en comparaison avec un élève autiste, c'est quand même, on va plutôt cibler les activités en émergence que les activités déjà acquises. Et donc ça, c'est 2 éléments. Il y en a beaucoup d'autres. Le fait d'impliquer la famille dans les apprentissages, le fait de avoir une durée, des séances d'apprentissage qui soient bien cadrées dans le temps, c'est-à-dire 10 minutes, avec un accompagnant de temps en temps, en autonomie sur d'autres séances, des séances qui sont programmées à l'avance dans un planning. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en place de manière native quand on a des élèves à besoins particuliers parce qu'on n'a pas le choix. Et on se rend compte que ce sont des bonnes pratiques pour les autres élèves ordinaires. Et c'est pourquoi nos applications fonctionnent bien. On a une question également. Les applications fonctionnent-elles également sur Android? Donc un des autres environnements en fait qui existent aujourd'hui. Je crois que tu as répondu tout à l'heure et il me semble que la Ouais. réponse est oui. On est toujours en cross-plateforme, donc on s'oppose, hein, même si je sais que Jeff est très lié à Apple, c'est important de proposer des contenus qui s'adaptent à toutes les plateformes. Et on aimerait d'ailleurs aussi que nos contenus soient utilisables sur ordinateur, mais pour l'instant, c'est pas le cas, parce que les D'accord. technologies sont encore éloignées. Mais Android et Donc iOS, bien vraiment sûr. sur la notion de tablette et d'environnement mobile, qui ont été développés, aujourd'hui, Mmh. les 2 Mmh. écosystèmes, principaux qui existent. Est-ce que les applications sont compatibles pour un usage à la maison pour les enfants, et y a-t-il besoin d'un accompagnement des parents, slash enfants? Ouais. Oui, donc Preschool et School sont des applications qui ont été, voulues, conçues, pour impliquer l'ensemble des accompagnants autour de l'élève. C'est un vrai programme d'apprentissage, c'est une sorte de cahier, où on voit où l'élève en est dans chaque compétence du programme. Et donc, c'est assez simple d'engager les parents dans les apprentissages, moyennant une certaine formation d'une dizaine de minutes où on leur explique quand même, comment, se retrouver, dans l'application qui a été quand même pensée pour les enseignants pour un usage, pédagogique. Mais, oui, il est important en fait, de travailler avec les parents parce que, on a remarqué que c'était un levier de réussite c'était un levier majeur de la réussite scolaire de l'élève que l'ensemble des adultes autour de lui s'impliquent dans sa scolarité. Pour Math Power, c'est moins vrai, dans le sens où c'est une évaluation pour la classe. Donc c'est vraiment un outil à destination de l'enseignant.
Et pour Appli-nous, pour l'instant, c'est des outils aussi qui sont à destination de stimulation en classe, mais ça pourrait évoluer. C'est juste que le cas de figure n'a pas encore été imaginé pour ça, mais c'est bien dans notre projet. On a une autre question, donc plutôt par rapport peut-être au modèle de Learn Enjoy. Comment fonctionnent en fait donc les applications donc sont gratuites, sont-elles payantes? C'est un système d'abonnement et comment du coup pouvoir les déployer potentiellement s'il y a des collectivités ou des académies qui souhaitent les déployer en masse. Si voilà, tu as quelques éléments à nous donner par rapport à ça, et je pense que ça sera la dernière question. Donc les apps Learn Enjoy sont gratuites au téléchargement et donc effectivement, c'est simple de les déployer en masse avec Jamf. Maintenant, elles ne sont aujourd'hui pas gratuites de manière absolue. Peut-être que le projet des territoires numériques éducatifs nous le permettront, mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire des Il y a un applications peu de travail gratuites. derrière quand même, de ce qu'on a vu Voilà, ce matin. il y a toute une structure à financer. Mais donc, on passe par les collectivités territoriales pour permettre leur déploiement à l'échelle territoriale. Donc, ça peut être À des grande mairies, échelle. des départements, des académies qui financent l'achat des applications. Ça peut être les ARS, dans le cadre des applications pour les élèves à besoins particuliers, preschool et school. Les ARS peuvent se porter comme financeurs pendant seulement un temps précis. Donc, c'est le problème de l'EdTech, c'est que le financement des ressources numériques n'est pas simple. Il faut passer par des tierces entités. On a différentes parties pronantes qui interviennent Voilà. sur ces différents projets. Je pense que Donc, ça pourra faire l'objet peut-être d'une prochaine thématique pour le ouais. Jamf Breakfast Club. C'est un vrai sujet, mais du coup, pour répondre concrètement à la question, si vous êtes intéressé pour avoir les applications Learn Enjoy dans votre classe, il suffit d'envoyer un mail à noé.kiren@learnenjoy.com ou juste à contact@learnenjoy.com et on travaillera ensemble pour atteindre la bonne personne. Donc, ça dépend si vous êtes à l'échelle d'une école, ça sera la mairie. Si vous êtes un inspecteur ou conseiller pédagogique, ça sera à l'échelle du département. Et il est toujours possible, en tout cas, de trouver une solution pour déployer les applications en masse sur un territoire. C'est juste que malheureusement, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut passer par des réunions de projets et des devis. Ça marche. Merci beaucoup, Noé. Je pense que ça va être la conclusion. Je te remercie pour ta disponibilité ce matin et ces explications qui ont été très instructives sur un sujet, l'accessibilité, qui nous concerne tous. Et donc voilà, j'espère qu'on aura le plaisir de se recroiser sur des territoires. Nous vous remercions beaucoup pour votre disponibilité. Si vous avez des questions, bien évidemment, concernant Jamf, vous pouvez contacter l'équipe France de Jamf. Si vous avez des questions concernant Learn Enjoy, vous pouvez bien évidemment contacter donc Learn Enjoy avec l'adresse qui s'affiche. Et vous pourrez retrouver donc la prochaine édition du Jamf Breakfast Club dans les prochaines semaines avec une autre thématique. Nous vous remercions et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté et à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Au revoir.